Pour notre génération, Heidegger me semble avoir cessé d'être ce qu'il était encore pour nos maîtres, sans que j'ai besoin de les citer. Ces maîtres qui nous avaient justement introduit à sa pensée, à savoir l'horizon indépassable de la philosophie. Mais il ne faut pourtant pas croire que des critiques aussi virulentes, décisives, incriminantes qu'elles puissent paraître, ont eu raison de lui, en nous invitant éventuellement à tourner la page au profit d'autres courants philosophiques. L'égarement politique de Heidegger, son adhésion au parti national-socialiste était suffisamment connue et elle est restée longtemps sans incidence sur l'appréciation de l'œuvre. Il y eut bien un événement à Heidegger, pour reprendre l'expression de Derrida qu'affectionne Christian Sommer. Simplement, l'événement a son rythme propre. Il a ses nœuds, il a ses ventres, il a ses inflexions, ses infléchissements aussi, jusqu'à expiration. Et quand il cesse, cela a toujours lieu, si je puis dire, l'air de rien, par le seul effet du temps. Donc l'apparition des cahiers noirs ne me semble pas, comme le dit Jean Violac, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Au fond, c'est l'événement Heidegger qui part comme il est venu. Au fond, on s'acharne à un certain problème, comme celui de l'être, sans qu'aucun ne puisse jamais y venir à bout, et puis après des décades et quantité de travaux d'érudition, on l'abandonne pour un autre, comme ça, par lassitude. Que par la suite, le premier adversaire venu, fort de publications qui lui sont opportunes, s'attribue ce qu'il croit être une victoire et s'en glorifie n'a aucune importance. Les problèmes vers lesquels Heidegger enjoint de nous élever restent là, inchangés, impérieux. Nous seuls peut-être avons changé, avons peut-être nous vieilli aussi, en nous éloignant et en nous confrontant à d'autres difficultés, en nous intéressant à d'autres questions. Et rien n'indique alors qu'il y eut progrès ou même évolution. Mais rien non plus ne doit décourager ni intimider ceux qui, avec persévérance et une certaine fidélité à soi, continuent à se maintenir à la hauteur d'une pensée, celle de Heidegger, qui est simplement devenue étrangère à la plupart, pour ne pas dire résolument inactuelle. Tel est donc d'ailleurs notre cas, qui parlons depuis un autre lieu, modeste, peut-être beaucoup plus modeste. Et nous en parlerons d'ailleurs très modestement aujourd'hui. Parce que d'une certaine manière, nous gardons suffisamment vif le souvenir de nos années d'apprentissage pour savoir que nos incompétences nouvellement acquises sur l'œuvre d'Heidegger ne peuvent nourrir l'illusion qu'une autre pensée l'ait aujourd'hui dépassée. Tout a changé, simplement. Tel est d'ailleurs le propre d'un événement, de se dissiper sans cause aisément assignable. Et nous-mêmes participons, peut-être malgré nous, à ce qu'on appelle désormais le moment du vivant, qui semble ramener le thème de la vie au centre des débats actuels. Le problème qu'il représente aujourd'hui pour chacun l'a introduit en effet au cœur de toutes les disciplines. On peut le déplorer avec Michael Fussell, suspectant là un repli dangereux sur soi dans ce retour spectaculaire de la vie, mais on peut y contribuer soi-même, comme y invite Frédéric Worms, convaincu que ces récentes transformations dans nos savoirs, dans nos pratiques, exigent plus que jamais d'en interroger les sens. En tout cas, il nous faut le constater. S'il y a retour de la vie néanmoins, ce ne fut pas sans mal. Si elle redevient, à l'heure de sa redécouverte, le fil invisible qui semble avoir traversé la philosophie en France au XXe siècle, pour reprendre une expression de Leblanc, non d'ailleurs sans quelque illusion rétrospective, ce fut plutôt comme le retour du refoulé, qui dut, pour se rapprocher d'une notion toujours suspecte de véhiculer une signification nébuleuse, franchir les deux obstacles majeurs qui empêchèrent longtemps son étude et exploration, à savoir d'un côté l'ontologie cartésienne, classique de Descartes, et de l'autre l'ontologie fondamentale de Heidegger. Tout se passe comme si la vie remonterait aujourd'hui, ou plutôt la phénoménologie remonterait aujourd'hui vers ce qui constituerait son point aveugle, par ce concept sans cesse mobilisé pour son opérativité, erlémniste, lebendige Gegenwart, Lebenswelt, mais toujours difficile à thématiser pour cette raison même. C'est ainsi qu'Anne Montavon, grâce à la lente exhumation des idées de Husserl, lesquelles attestaient d'une attention croissante de sa part à la vie intentionnelle du sujet, avait dû constater que l'œuvre de constitution du monde par le sujet n'est possible qu'aussi longtemps qu'elle masque la vie comme fond inconstituable, laquelle doit sous-tendre tous les actes.
C'est pourtant depuis ces deux auteurs, Descartes et Heidegger, que sont nées paradoxalement les investigations les plus intéressantes sur la notion de vie, qui trouvaient, pour ainsi dire, à l'endroit même où celle-ci a chopé, le moyen d'être redressée et de revêtir une signification plus fine et différenciée. Et si en France, au début du XXe siècle, pourrait-on dire, la tradition réflexive issue de Descartes avait commencé à renouer déjà avec la vie, par Bergson surtout, elle devait connaître un coup de frein net avec la réception de Heidegger, qui s'amorça justement dans les années 30, à la lecture de Qu'est-ce que la métaphysique et la traduction qu'en avait faite Henri Corbin, passée d'abord inaperçue en 1931 dans la revue Bifour, mais republiée à point nommé en 1938, en révélant, pour ainsi dire, toute une génération à elle-même. Accueillie et réinvestie à l'intérieur de la doctrine mère de Descartes, la notion d'existence, de réalité humaine, pour reprendre la traduction Corbin, d'être au monde, d'historicité, devait à nouveau récuser la vie à leur profit. Leur adoption ne signifiait pas pour autant un ralliement un ralliement à Heidegger. Et si celui-ci estimait que la compréhension de l'homme comme Dasein ne pouvait s'obtenir que par la destruction de l'ontologie cartésienne de l'homme comme sujet et conscience, il devait également s'apercevoir que les Français, c'est ce que disait Heidegger, que les Français avaient certes pu faire bon accueil à la phénoménologie, mais ils avaient encore, et je cite Heidegger, ils avaient encore bien du mal à se remettre de leur cartésianisme inné. C'est d'ailleurs ce que nous aimerions suggérer ici, que la réception d'Heidegger en France fut éminemment paradoxale, pour la raison simple qu'elle fut faite en terre cartésienne, et sans qu'aucun n'ait voulu abandonner une philosophie du cogito. Par là, elle pouvait en recevoir l'empreinte immense, investir son vocabulaire, mobiliser la méthode phénoménologique, mais elle devait lui demeurer étrangère, voire critique, résolument contraire dans ses présupposés fondamentaux. Et cette opposition, d'ailleurs, toujours plus marquée, lorsqu'on suit le fil qui court de Sartre à Lévinas et Michel Henry, éventuellement jusqu'à Renaud Barbaras, semble trouver l'un de ses principaux ressorts, justement, dans la perte de la vie, dont, d'un auteur à l'autre, on devait sentir le prix qu'il en avait coûté pour eux-mêmes et à laquelle ils consentaient de moins en moins. Alors évidemment, tous ne seront pas d'accord, mais il semble que l'œuvre de Heidegger, depuis ses débuts jusqu'au cours de 29-30, cours sur lequel on va s'arrêter, sur les concepts fondamentaux de la métaphysique, témoigne, pourrait-on dire, d'une perte consentie à la vie. Comme s'il savait que celle-ci et les notions qui lui sont connexes, le corps, l'incarnation, étaient le prix qu'il avait fallu payer pour une pensée du Dasein et de l'événement. Certes, la vie a constitué un phénomène central pour le jeune Heidegger, mais si l'attention des commentateurs s'est patiemment portée sur la période de gestation qui a précédé la rédaction des Traitants, avec notamment, pour commencer, les travaux de Jean Greisch, ensuite de Sophie Génarien, ce fut néanmoins pour exhiber, avec une telle herméneutique de la facticité, je cite Sophie Jeanne, un projet philosophique autonome et original, qui sera en partie abandonné une fois la question de l'être explicitement prise pour guide. Et d'ailleurs, Sophie Génarien ne recule pas devant l'idée de parler d'un certain tournant qui se serait opéré vers 1924, tirant profit alors d'une lecture renouvelée d'Aristote. Je la cite, « Parti en 1919 du fond originaire de la vie, dans sa plurivocité problématique, Heidegger, dans Les Traitants, contourne le problème par le biais du concept d'existence ou d'être là, qui, sous des apparences de continuité et d'évolution, voire de simples substitutions terminologiques, constitue une véritable bifurcation philosophique. » Page 359. Je serais en accord avec une telle position. Et nous aimerions suggérer, dans un premier temps, que le cours de 29-30, d'ailleurs que Sophie Jeanne a laissé de côté, loin d'être une reprise ou même une relance de la question de la vie, qui aurait peut-être bénéficié d'une pensée de l'être, d'une pensée de l'existence, en signe au contraire l'abandon définitif. Et d'une certaine manière, ce cours nous fournit les raisons de cet abandon, c'est-à-dire son consentement par Heidegger, la perte consentie par Heidegger. Au fond, comme le chant du cygne, la vie dans ce cours se déploie avant d'expirer dans un dernier souffle. C'est à cette perte, on va le voir, que la phénoménologie française n'a jamais consenti, en tant qu'elle s'ancre dans un approfondissement croissant du cogito cartésien. Et nous voudrions montrer ensuite, donc, rapidement, comment, en dépit de l'indéniable héritage heideggerien, la vie a remonté progressivement dans la phénoménologie française
et lui a imprimé une direction opposée à celle de Heidegger, encore qu'elle entretienne avec lui un dialogue toujours plus explicite, comme les exemples de Lévinas, de Derrida, d'Henry en témoignent, qui, et ça c'est la chose la plus curieuse, se réfère constamment à Heidegger, tout en s'en tenant au fond, au plus loin. Rappelons que l'ontologie fondamentale disqualifiait la vie au profit de l'existence, faute, nous disait Heidegger, de posséder pour celle-là d'un concept ontologiquement déterminé. Dans l'ouvrage de 1927, Heidegger affirmait néanmoins qu'une analytique du Dasein pourrait permettre, une fois solidement établie, éclairer en retour le mode d'être de la vie, dont le statut encore indécis était laissé là en suspens. En effet, le vivant, d'une certaine manière, était plus et autre chose qu'un objet ou un étant subsistant, vorhanden, c'est-à-dire un étant simplement à portée de la main, comme une pierre. Mais le vivant était tout de même moins et autre chose qu'un Dasein, dont le propre est d'avoir un monde, d'être monde, in der Weltsein. Or, à moins de faire de la vie le nœud monstrueux où se mélangent confusément l'existence et la subsistance, le vorhanden et le Dasein, son sens d'être originaire ne pouvait qu'être manqué, si nous voulions qu'elle conjugue la double possibilité d'être monde, Dasein, et d'être dans le monde, la chose. Bref, ayant trop ou trop peu, le vivant ne pouvait que se rendre réfractaire à la constitution d'une phénoménologie qui lui fut parfaitement ajustée. Or, on a souvent interprété le fameux cours du semestre d'hiver 29-30, consacré aux concepts fondamentaux de la métaphysique, et sa fameuse thèse sur l'animal, pauvre en monde, comme venant surmonter l'aporie et combler cette lacune. Tout se serait passé comme si l'analytique existentielle avait pris ici en charge la tâche de saisir la vie dans son essence. Peu importe d'ailleurs qu'on ait considéré ensuite que cette tâche ait été manquée ou réussie. Heidegger s'appuyant sur les travaux récents de la biologie, comme ceux de Driesch, de Van Baer, de Müller, de Van Escule, il cherche à caractériser l'essence de l'animalité, je le cite, par voie d'interprétation privative, c'est-à-dire indirectement, par méthode comparative, à partir du mode d'être du Dasein, auquel, si je puis dire, nous avons seul accès. Ainsi, le vivant, pauvre en monde, est cet étant qui a un monde en tant qu'il en est privé. Il est caractérisé par l'activité pulsionnelle, le vivant est ouvert à ce qui l'entoure, mais, comme le dit Heidegger, de façon accaparée ou omnubilée, Benomen. C'est-à-dire sans avoir pour autant par là accès à l'étang comme tel. L'animal n'est ainsi, c'est ce que nous dit Heidegger, l'animal n'est ainsi pas mis en rapport avec cela même qui désinhibe sa pulsion et déclenche son comportement. Il lui manque, ni plus ni moins, que la structure du « en tant que », qui permettrait par exemple à l'abeille de percevoir, Vernemen, de percevoir le miel qu'elle aspire, au lieu d'être absorbée en elle-même. De sorte que, peut conclure Heidegger, le vivant n'a pas de monde, même ambiant, ça contre Von Escule, il a simplement un milieu. Il est prisonnier d'un cercle pulsionnel et incapable d'accéder à l'étang en tant que tel et dans sa totalité. Bref, il est privé de monde, c'est-à-dire qu'il se caractérise par une pauvreté par rapport au Dasein, dont la caractéristique propre serait d'être, lui, configurateur de monde. Alors, je n'ai fait qu'un simple résumé, et on ne peut évidemment qu'être sensible à l'inversion géniale de Heidegger qui ne caractérise plus l'homme comme un animal plus quelque chose, selon la définition grecque classique, mais au contraire, qui caractérise ce qui n'est plus que vie comme le Dasein, au fond, moins quelque chose, par privation et limitation. Cependant, l'erreur nous semble qu'à s'en tenir à cette zoologie privative, telle qu'elle caractériserait le vivant à partir du mode d'être qu'il n'est pas, jusqu'à y voir, comme beaucoup, une contribution à une philosophie de la vie, on se prive de rendre justice à l'intention propre du cours. Et on a beau jeu ensuite de conclure à la faillite d'une telle entreprise. C'est que le cours, il faut rappeler le titre, intitulé « Concepts fondamentaux de la métaphysique », a pour fil directeur, non pas le concept de vie, mais tout au contraire le concept de monde, et ce connexe de finitude et de solitude. Aussi, faire ressortir
l'originalité des vues qu'Heidegger a pu dégager éventuellement des concepts du vivant, de l'organisme, de l'animalité, opère, à mon avis, une torsion et une abstraction assez similaire à celle qui isole, par exemple, la partie du livre 11 des Confessions d'Augustin, consacrée au ton, et la coupe du cadre plus général où elle s'insère et qui porte sur un commentaire plus général de la Genèse. En d'autres termes, Heidegger, dans ce cours, nous enseigne peut-être tout autant les raisons pour lesquelles il consent à perdre le phénomène de la vie. J'aurais presque tendance à dire que ce cours est un cours contre la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a nul oubli de la vie, comme le dirait Derrida, et beaucoup à sa suite. Heidegger aurait oublié la vie. Il n'y a pas d'oubli de la vie chez Heidegger, il y a une perte, et une perte consentie, qui est le prix qu'il sait qu'il lui fallait payer, et qui lui en a effectivement coûté pour une phénoménologie de l'être. Je souligne cet aspect sous la forme de 3 remarques. Première remarque, la seconde partie du cours, consacrée donc à l'essence du vivant, n'est d'aucune manière coupée de sa première partie, consacrée, elle, on le sait, à la tonalité fondamentale de l'ennui, laquelle disposition devait nous mettre en quête de l'essence du monde. C'est-à-dire que là, dans ce cours déjà, contrairement à l'ouvrage de 1927, l'homme et le Dasein ne sont plus identifiés. On cessé d'être identifiés l'un à l'autre, quitte éventuellement pour Heidegger à distinguer une existence inauthentique et une existence authentique. Dans ce cours, l'homme n'est pas d'emblée le là de l'être. L'homme n'est pas d'emblée le là de l'être, et on pressent d'ailleurs, dès maintenant, que c'est l'être qui dispose désormais l'homme dans l'existence du Dasein pour son propre déploiement d'essence. Il s'agit alors de réveiller le Dasein en l'homme, et au sein d'une tonalité qui lui permettrait d'exercer l'acte de philosopher, qui est proprement, je cite Heidegger, le Dasein éveillé. Autrement dit, évidemment sans que l'histoire de l'être ne soit encore thématisée comme telle, il s'agit dans ce cours, dans cette Grundbestimmung, de s'accorder au ton de la situation qui est faite à l'homme aujourd'hui. Je cite Heidegger, il parle toujours de l'homme aujourd'hui. Il s'agit, je le répète, de s'accorder au ton de la situation qui est faite à l'homme aujourd'hui pour qu'il réveille son Dasein et se dispose à être le là de l'être. Et Heidegger y insiste, il n'est possible de connaître cette tonalité à éveiller en nous sans d'abord connaître notre situation, là où nous en sommes. Or, ce contre quoi Heidegger s'insurge alors, ce qui fait symptôme à ses yeux, est la manière dont, à son époque, la philosophie de la civilisation caractérise cette situation. Et cela, pour lui, fait symptôme. Philosophie de la civilisation, que ce soit celle d'Oswald Spengler, de Klages, de Max Scheler, de Léopold Ziegler. Tous, nous dit-il, diagnostiquent un déclin de l'Occident qui serait, je cite Heidegger, un déclin de la vie dans et par l'esprit. Et au fond, tous, d'une manière ou d'une autre, prônent un retour à la vie. Si ce n'est pas un affranchissement de l'esprit, du moins, ils prônent un équilibre à réaliser entre la vie et l'esprit, comme le fait Max Scheler. Interprétation, nous dit Heidegger, qui se ramène toutes à une source commune, une certaine interprétation de Nietzsche. Et qu'un tel diagnostic ne nous permet pas de nous saisir dans notre situation actuelle, d'atteindre et d'affecter l'homme dans son Dasein et de l'amener à l'être, c'est ce que constate Heidegger. C'est-à-dire que, loin de nous accorder au ton de la situation, cette philosophie de la civilisation et de la vie nous en délie en nous adjugeant, je cite Heidegger, un rôle dans l'histoire universelle. D'où la question qui conclut. Là où les échanges internationaux, la technique, l'économie s'emparent de l'homme et le maintiennent en mouvement, celui-ci, à vouloir se donner un rôle, n'est-il pas devenu ennuyeux à lui-même? Ou un peu plus tard, en l'homme d'aujourd'hui, le Dasein s'ennuie. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce n'est plus l'étonnement qui est cette tonalité fondamentale capable de libérer le Dasein en l'homme, de l'assumer en le prenant sur ses épaules, et qui serait l'acte même de philosopher. Mais tel que nous le sommes aujourd'hui, mobilisés, je le cite Heidegger, par une vitesse de réaction toujours plus grande, par l'immédiateté de ces programmes, qui, dans un geste pascalien, toujours réprime l'ennui profond de l'homme d'aujourd'hui, c'est peut-être
nous dit-il, l'ennui profond, pour ne pas dire, il le dit une fois, la mélancolie, qui peut être cette tonalité fondamentale disposant notre Dasein actuel aux philosophées et au développement des questions métaphysiques du monde, de la finitude et de la solitude. Bref, en exagérant, peut-être faut-il être dépressif aujourd'hui pour bien philosopher. Donc, loin d'être un cours sur la vie, c'est ce que dit Heidegger, au fond, ce cours me semble être tout au contraire une réaction contre la Lebensphilosophie qui domine alors la philosophie de son temps. Ça, c'était ma première remarque. La seconde est la suivante. C'est que c'est depuis cette tonalité fondamentale de l'ennui que va se déployer la deuxième partie du cours consacrée à l'essence de l'animalité de l'organisme. C'est depuis cette tonalité fondamentale, dans l'indifférence générale de l'étang, cet ennui qui nous ouvre à l'étang en tant que tel et dans sa totalité, que se déploie son interrogation sur l'essence de la vie. Et ici ou là, Heidegger nous demande de ne pas l'oublier. Après avoir rappelé que l'animal, par son accaparement, n'a pas de monde, il écrit, je le cite, « Dans toutes les discussions qui, vues de l'extérieur, se sont perdues dans des questions spéciales, nous avions constamment la possibilité de nous souvenir du Dasein en nous, tel qu'il fut mis en lumière dans cette tonalité fondamentale. Avons-nous, entre-temps, oublié cette tonalité fondamentale ?» Page 395. Autrement dit, au fond, il s'agissait moins pour lui d'élucider la vie à partir du concept de monde, en tant qu'elle en serait privée, qu'au contraire de maintenir le fil directeur du concept de monde, ne pouvant être élucidé et détaché comme tel que sur l'arrière-plan, je le cite, que lui fournit l'essence de l'animalité. Donc il s'agit toujours bien de creuser par contraste l'abîme qui sépare l'homme de l'animal en vue d'interroger l'essence de l'humanité comme configurateur de monde. Heidegger le précisait en ouvrant sa deuxième partie. Il y a bien trois voies pour entendre le concept de monde. Il y a, nous dit-il, la voie historiographique telle qu'il a tenté de la suivre de l'essence du fondement. Il y a la voie de l'analytique du Dasein telle qu'il l'a suivie dans Être et temps. Et il y a la voie comparative telle qu'il la suit dans ce cours. Ce sont trois chemins pour conduire au même endroit. Et donc ce n'est pas sans raison que Jane Fink avait souhaité que ce cours fût publié avant tous les autres et leur serve d'introduction. Donc au fond, l'alternative que par exemple Michael Fossel pose dans Après la fin du monde, entre le monde et la vie, comme si au fond, entre le monde et la vie, il fallait choisir et il fallait choisir le monde, nous invitant à choisir le monde contre la vie, même si cette alternative ne me semble pas toujours opératoire et qu'elle sera discutée, mais ici elle fonctionne. C'est-à-dire que l'ennui profond qui révèle le Dasein en l'homme l'oppose terme à terme au vivant, selon le fil directeur des trois concepts de monde, de finitude et de solitude. Pour résumer, alors que l'animal est privé de monde, en dépit de son ouverture pulsionnelle, qui est tout aussi bien un repli sur soi, l'homme, lui, est configurateur de monde, en ce qu'il tient un rapport avec l'étang en tant que tel et en son entier. Ça pour le monde. Alors que l'animal n'est qu'un cas particulier de l'essence animale, l'essence générale de l'homme ne devient comme telle essentielle que si l'individu se conçoit lui-même dans son Dasein, page 408. C'est à cette condition que l'homme peut explicitement être remis entre les mains de son Dasein, c'est-à-dire assumer son intime finitude. Et enfin, alors que l'animal n'est pas seul, n'est jamais esselé, pour cette raison qu'il relève d'une espèce, et que l'espèce, je cite Heidegger, est un caractère essentiel de l'être du vivant, au contraire, l'homme, dans sa tonalité fondamentale, qu'est l'ennui, est profondément seul, jeté au monde dans son entièreté. Autrement dit, vie et monde sont bien en inverse proportionnel l'un de l'autre. Ce qui m'amène enfin à ma troisième remarque. En suivant le fil directeur du monde et en accédant à l'essence de la vie par appauvrissement, je le cite de ce qui est en excès par rapport à elle, Heidegger nous semble être parfaitement conscient de manquer dans sa complétude l'essence de la vie. Je vous renvoie ici aux pages 384 et suivantes. Il le dit, ce qui est pauvreté peut être malgré tout aussi une richesse d'ouverture que le monde humain ne connaît peut-être pas du tout. Page 372. Et il nous précise ce que peut être cette richesse qu'il a manqué de la vie, puisqu'il ne voit que l'envers qui est sa pauvreté. Cela qui est manqué dans la détermination de l'essence du vivant
c'est sa mobilité propre. La mobilité propre du vivant. Le vivant est mouvement, caractère, je le cite, qui a été délibérément tenu à l'écart. Mais Heidegger, pressant qu'une telle question, je le cite encore, se cramponne de la façon la plus profonde à la question de l'essence de la vie. Et donc on peut évidemment se demander si une telle caractéristique d'essence n'est pas cette perte à laquelle Heidegger doit consentir lui-même au profit ici de la question du monde. Libre à d'autres, évidemment, comme Renaud Barbaras, de ne plus aborder le vivant, comme le fait Heidegger, du point de vue de l'homme, du Dasein, en l'homme, mais d'aborder le vivant en et par lui-même, en identifiant justement la vie à sa mobilité, à sa pure ouverture à. Toujours est-il, évidemment, qu'il est possible de défendre Heidegger contre lui-même, de dégager, à raison sûrement, une ontologie du vivant, comme le fait Christian Sommer, à partir des séminaires de Zolikon, voyant là une réappropriation de la psychologie d'Aristote, lui permettant justement de dégager une telle ontologie. Mais, quand bien même cela serait juste, cela n'empêche pas qu'Heidegger lui-même me semble consentir à cette perte de la vie, qui n'est en rien un oubli. Il me semble qu'il sait le prix à payer, comme le laisse entendre une belle formule de Didier Franck dans La dramatique des phénomènes, je le cite, « La disparition de la chair, du corps, est le prix phénoménologique de l'apparition de l'être. » C'est-à-dire que toute la question est simplement de savoir si les gains obtenus sont plus grands ou moindres que les pertes consenties. À quoi semble justement consentir Heidegger lui-même, fût-ce dans la manière même dont il refuse de se défendre face à l'objection sartrienne qui voudrait qu'il n'aurait écrit que 6 lignes sur le corps. Or, c'est précisément ce à quoi la phénoménologie française ne peut consentir. Je cite encore Didier Franck, « Jamais dans l'histoire de la métaphysique, l'être de l'homme n'a été aussi profondément désincarné. » Et si tel est le cas, c'est dans une direction résolument inverse, quoique d'abord discrète sinon invisible, que la phénoménologie française s'est orientée vers, si je puis dire, une conscience de plus en plus incarnée, jusqu'à s'enraciner dans la vie elle-même, avec ses ultimes représentants, que sont, par exemple, Michel Henry ou Renaud Barbaras. C'est-à-dire qu'il y a fort à parier qu'à mesure qu'elle avance dans cette direction, de Sartre jusqu'à Michel Henry, elle s'éloigne toujours plus de la figure de Heidegger, quoiqu'elle soit en permanence en prise avec celle-ci. Alors, il faut d'abord remarquer, mais telle est mon hypothèse de départ, que tous les phénoménologues français, sans exception, sont cartésiens. Tous les phénoménologues français sont cartésiens avant d'être phénoménologues. Et que c'est depuis une philosophie du cogito, diversement revisitée, qu'ils ont réinvesti la méthode phénoménologique elle-même, qu'ils ont réinterrogé ces concepts fondamentaux. Donc inutile de dire que, toujours rivé, si je puis dire, à une philosophie du cogito, la phénoménologie française a un point de départ qui prend le contre-pied total de celui d'Heidegger, dès le départ. Ils n'ont jamais été, à mon avis, heideggeriens. Ou alors, éventuellement, je vous l'accorde, tout à fait mauvais. Heidegger estimant qu'en posant l'homme comme sujet et conscience, était, je le cite, par avance perdu, la possibilité fondamentale de pénétrer jusqu'à l'essence originelle de l'homme, c'est-à-dire de concevoir le Dasein en lui. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. J'en suis 28 minutes. Bon. Je me donne encore 5 minutes, mais je peux continuer ensuite. Indéniablement, si l'on suit un petit peu ce fil rouge invisible qui mène de Sartre à aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit effectivement qu'un tel discrédit qui avait été jeté sur la vie avait effectivement frappé de mutisme la première vague de la phénoménologie française, Sartre et Merleau-Ponty, concernant son statut. Autant, à mon avis, par intimidation qu'en vertu d'une réelle difficulté à en saisir la nature à partir de la conceptualité héritée, l'opposition conscience et monde. Mais il suffit de voir comment la génération suivante commença à y revenir, d'abord timidement, puis résolument, à mesure qu'elle s'éloignait de ses premiers maîtres, et que ressurgissait la notion de vie comme son impensé le plus fondamental. Ce n'est par exemple que tardivement que Paul Ricoeur, à son tour, déplace l'axe de sa réflexion de la conscience vers la vie, ainsi qu'il en apporte lui-même le témoignage en 1995. Je le cite, «
Je suis en ce moment en réflexion sur le thème de la vie, que j'avais toujours fui. À la suite du premier Husserl, je me méfiais toujours de la Lebensphilosophie, de l'idée d'une philosophie de la vie. Surmontant ses premières réticences, Ricoeur peut alors étayer son refus d'accorder à l'être pour la mort le même privilège que lui avait donné Heidegger, en entendant autrement la possibilité d'être un tout, par la réactivation temporalisante du concept d'italien de cohésion de la vie. Soi-même comme un autre, lui permettait ensuite de s'interroger sur un tel soubassement vital qui donne sa cohésion au soi par la mémoire qui le constitue. En 2006, Derrida, lui-même, éclaire son propre parcours au détour d'une parenthèse qui révèle, dans, il me semble, L'animal que donc je suis, qui révèle que la question de la vie avait été un de ses fils rouges tout au long de ses recherches depuis la voie et le phénomène. Je le cite. L'analytique commence bien par un « je suis », dont l'examen ontologique est repris là où Descartes se serait arrêté. Mais par un « je suis » qui, pour Heidegger comme pour Descartes, n'est pas d'abord un « je suis vivant » ou « je respire ». Je continue la citation. Au cœur de toutes ces difficultés, il y a toujours l'impensé d'une pensée de la vie. C'est par là, par la question de la vie et du présent vivant, de l'autobiographie de l'ego dans son présent vivant, que ma lecture déconstructrice de Husserl a commencé, et en vérité, tout ce qui a pu s'en suivre. C'est-à-dire que Derrida, c'est ce qu'il suggère ici, Derrida n'aurait pas tant critiqué le présent vivant, husserlien, qu'il aurait voulu décomposer la notion mixte de présent vivant et ainsi libérer la vie elle-même de l'horizon qui lui fut toujours imposé par une métaphysique de la présence. Et ce serait une telle relecture de l'œuvre derridienne à laquelle on serait invité, qui consisterait à dire qu'il n'y a de déconstruction que parce qu'en son fond, la vie est là comme l'indéconstructible. Bref, si Derrida rejette la vie comme présence, c'est pour accéder à une autre idée de la vie, à une autre idée de la justice. Et on pourrait tout à fait relire, ça n'a pas encore été fait, mais le livre de Derrida, L'animal que donc je suis, comme étant une critique explicite évidemment de Heidegger et de sa notion de vie, une critique évidemment de Descartes et du cogito, mais comme la manière et la possibilité de pouvoir reformuler un nouveau cogito, et un cogito précisément qui inclut l'animalité. L'animal que donc je suis, ce n'est jamais évidemment qu'une reprise du cogito finalement qui, loin, si je puis dire, de s'orienter vers, ce serait une hypothèse, mais loin de s'orienter vers l'idée d'infini, comme Derrida, reculerait, si je puis dire, plutôt vers le malingénie, qui deviendrait la bête que nous suivons, que nous suivons par séduction, et qui permettrait évidemment d'élargir le cogito en tant que tel. Bon, bref, mais tout ceci n'est qu'une hypothèse encore. S'agissant de Marion et de sa phénoménologie de la donation, on pourrait croire évidemment qu'elle l'a toujours rendue étrangère à de telles questions. Il a toujours voulu voir dans la vie une simple métaphore à peine voilée de notre propre ignorance. Mais néanmoins, il faut noter qu'il retrouve la notion de vie au détour d'une description phénoménologique de la naissance, au sein de laquelle semblent se cristalliser les traits les plus irréductibles de la donation. Et il nous dit de la vie qu'elle est un don, et un don qui la situe d'emblée au-delà de tout objet, au-delà de l'être lui-même. Je cite Marion, « La vie elle-même n'est pas quelque chose, encore moins un objet. On peut même douter que simplement elle soit. Rien n'est donné, la vie n'est rien, n'est pas. En elle, écrit-il encore, le don se réduit parfaitement à la donation, à ce rien qui arrache tout au néant. » On pourrait presque croire qu'on pourrait élever là la vie au rang d'un paradigme où mieux qu'ailleurs peut se penser le phénomène de la donation. Un don pur puisque la vie se déploie dans sa propre immanence tout en permettant de conclure à sa transcendance résolue par l'absence patente de son donateur. Bon. Pour conclure, et pour simplement essayer de signifier ce geste qui consisterait à montrer dans la philosophie française une philosophie toujours plus incarnée, au sein même d'une philosophie du cogito, voilà comment on pourrait caractériser le geste d'ensemble de la phénoménologie française, qui prend le contre-pied total de la philosophie heideggerienne. Vous remarquerez, et au fond c'est le cas depuis Mendes-Biran et Bergson, que tous ces auteurs, de Sartre, Merleau-Ponty, Lévinas et tant d'autres, ont toujours interrogé, chacun à leur tour, les facultés inférieures du cogito, c'est-à-dire
toutes ces facultés du cogito, tous ces modes du cogito qui impliquent l'union au corps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chez Sartre, Merleau-Ponty, Ricoeur, etc., c'est que la coupure entre l'âme et le corps est à chaque fois déplacée. Et leur rapport se formule à chaque fois à nouveau frais. Mais d'une certaine manière, c'est toujours le même problème qui est relancé d'un auteur à l'autre. Et ça, au fond, Descartes le leur avait appris. C'est-à-dire que Descartes leur a appris que le cogito est tout entier dans chacun de ces modes. Et donc, évidemment, ils peuvent s'arrêter à bon droit sur la fin de l'énumération cartésienne qui développe le « je pense ». Je suis une chose qui pense, c'est-à-dire qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi, qui sent, etc. Et chaque philosophe peut revendiquer le primat pour le mode qu'il aura privilégié, persuadé à chaque fois que là se joue l'intelligibilité de l'union mieux qu'ailleurs. Ça avait été la mémoire, par exemple, pour Bergson. Sartre, au fond, estime simplement qu'il y a une faculté plus enfouie, plus élémentaire, qui touche davantage à l'union et qui permet, si je puis dire, une incarnation meilleure, à savoir l'imagination. Autre faculté de l'entre-deux. Merleau-Ponty, si je puis dire, accomplit un déplacement supplémentaire et lui va privilégier le « je sens », la perception, un « je perçois » qui serait plus profond qu'un « j'imagine », et donc plus proche de la conscience incarnée. Et Ricoeur, 3 ans plus tard, dans sa philosophie de la volonté, creuserait une couche plus profonde du cogito, qu'il estimerait évidemment plus fondamentale encore, la volonté, un « je veux », en ce que la volonté adhère bien plus au corps et à toute la vie involontaire que ne le faisait à ses yeux la perception elle-même. Et on pourrait aller de plus en plus profond. Lévinage touche à une couche encore plus originaire qui creuse en deçà de la volonté vers une passivité première. Je m'arrête là, mais il s'agirait maintenant de montrer comment la conceptualité héritée de la phénoménologie a permis, si je puis dire, en jouant Husserl contre Husserl, en jouant Heidegger contre Husserl, à ramener, si je puis dire, cette pensée fondamentale qu'est la vie, pour conduire à la fin, justement, la phénoménologie peut-être à son terme, à savoir une phénoménologie de la vie, telle qu'on la trouve chez Michel Henry ou chez Renaud Barbaras. Je vous remercie.